sans plus tarder, je vais remercier nos trois panélistes d'être là ce matin. Je vais leur donner la chance de se présenter aussi en guise d'introduction. Et je commencerai peut-être avec toi, Marilyn. Donc, une brève introduction juste pour qu'on sache à qui on a affaire ce matin. Oui, alors, Marilyn Fournier, je suis directrice générale du Réseau de l'Action bénévole du Québec depuis 2017. Et en termes de gestion de crise et de bénévolat, j'ai travaillé à la Croix-Rouge canadienne pendant plus d'une vingtaine d'années, notamment dans la gestion d'équipes bénévoles. Le Réseau d'Action bénévole du Québec est un regroupement d'organismes pour assurer la concertation des acteurs en action bénévole et contribuer au développement de l'action bénévole. Donc, ce matin, on peut considérer que tu es notre professionnel de l'action bénévole au sens large. On peut dire ça. On peut dire ça. Richard, à ton tour. Bonjour, je suis Richard Danoux, je suis directeur général chez Moisson Montréal. Moisson Montréal, c'est une banque alimentaire dont la mission est de récupérer et redistribuer des denrées alimentaires optimales aux quelques 250 organismes communautaires à Montréal qui viennent en aide aux gens qui sont aux prises avec une problématique d'insécurité alimentaire. Merci Richard. Thomas. Bonjour à tous, bon matin. Thomas Grégoire, directeur général du Festivois à Trois-Rivières. Le Festivois, c'est un festival de musique qui a lieu depuis à peu près une vingtaine d'années. C'est 9 jours de musique, une centaine de spectacles sur 15 scènes, c'est à peu près 4 millions de budget. Et on a plus de 400 bénévoles pour nous aider à faire fonctionner cette belle machine chaque année. Voilà. Richard, juste en compléter ce que Thomas dit, il y a combien de bénévoles chez vous qui tournaient puis qui tournent maintenant? Là? On va en reparler plus longuement. Juste situer les gens. L'année passée, là, je n'ai pas les chiffres en tête, là, mais l'année passée, je pense qu'on a eu pas loin de 10 000 bénévoles qui sont passés. Avant la COVID, on avait besoin de 85 bénévoles par jour pour opérer. Pour faire une histoire courte, là, fait que l'investissement en bénévoles, il y a plus de bénévoles chez Moisson Montréal qui fournissent de l'aide que d'employés sur le payroll. Fait que c'est une grande partie de notre opération. Là, je ne vous donnerai pas des chiffres pendant une demi-heure, je vais vous étourdir. non. Merci. J'aimerais ça commencer avec comment ça se passe chez vous depuis le 12 mars. Donc, depuis qu'on vit cette situation-là. Parce que ce matin, c'est un petit peu ça qu'on veut regarder. C'est comment vous avez adapté vos organisations. Je pense principalement à Thomas Richard, puis Marilyn, j'aimerais ça que tu viennes nous dire aussi comment se comporte l'ensemble du secteur aussi, puis quelles sont les situations qu'on vit. Je commencerai avec peut-être toi, Thomas, parce que là, on parle de bénévoles ce matin, mais c'est un festival. Je pense qu'il y en a certains qui vont être surpris d'entendre parler de ça ce matin, puis qu'on ne soit pas juste concentré dans le communautaire ou dans le milieu de la santé. Là. Oui, effectivement, c'est une surprise pour personne ce que je vais dire, mais on a dû annuler notre événement au mois de mars 2020. Notre événement avait lieu normalement fin juin. Donc, on a tiré sur la plug. Néanmoins, évidemment, nous, le Festivois, c'est 80% de revenus autonomes, de revenus privés, billetterie, exploitation, commandite. Donc, on a perdu la très grande majorité de ces revenus-là. 75% de notre budget en tout aussi a été éliminé. Donc, on s'est concentré pour garder la majeure partie de notre personnel qui sont des permanents. On a réussi. Puis évidemment, on n'a pas pu offrir à nos bénévoles le festival dans lequel ils s'impliquent d'habitude. Néanmoins, dès le mois de juin, on a réussi quand même à développer des projets. Alors, parfois des spectacles purement virtuels. Parfois en situation hybride, c'est-à-dire en virtuel, mais aussi en présentiel. C'est en fonction de l'évolution de la situation puis des zones dans lesquelles on était, parce qu'on est passé en zone verte, zone jaune, orange, et maintenant en zone rouge, comme la plupart du Québec. Puis dans ces cas-là, évidemment, c'est des projets de moindre envergure, mais on a quand même réussi à faire travailler notre monde, je pense aux artistes, aux techniciens, aux fournisseurs, puis aussi à cultiver l'image, la notoriété de l'événement, de faire vivre l'événement d'une autre façon et donc de maintenir un lien de cette façon-là aussi avec nos bénévoles. Je pourrais en reparler de la manière dont on a fonctionné. Mais le fait de maintenir des activités, même si elles ne sont pas similaires du tout à ce qu'on fait d'habitude, ça compte dans le lien, dans le sentiment d'appartenance qu'on a avec nos bénévoles. Richard, toi, chez vous? Chez nous, comme je disais tantôt, avant la pandémie, on avait besoin de 83 bénévoles par jour pour opérer. Le gros de ces bénévoles-là, la grande partie de ces bénévoles, les 2 tiers provenaient de ce qu'on appelait du bénévolat corporatif.
Donc, des compagnies qui venaient passer une journée de team building, dans le fond, chez Moisson Montréal pour supporter la cause. Là. Fait que tout ça, ça a disparu du jour au lendemain parce que quand le gouvernement a convoqué ou a décrété le confinement au mois de mars, tout ce beau monde-là se sont en allés chez eux. Fait que ça a créé un gros vacuum. On était chanceux, on a été supportés par la Ville de Montréal, mais ça a été un gros casse-tête et une grande anxiété que de se demander si on pourrait continuer à assurer la continuité du service. Bon, fait que là, avec la Ville de Montréal, on a été capable, mais on a dû en début de pandémie, on a dû faire des exercices le gouvernement Charest appelait ça de réingénierie des processus dans le temps pour voir comment on pourrait réussir à opérer avec moins de monde, faire plus avec moins, là, la phrase magique en opération, en corporation privée. Parce qu'on s'est dit, on ne sera pas capable de retrouver ces bénévoles-là avant un bon bout de temps. Puis on a réussi en revoyant nos procédés de travail, en ajustant le tout pour respecter les règles sanitaires qui sont édictées par la santé publique. On a réussi à baisser notre nombre de bénévoles requis par jour de 83 à 33. Fait qu'évidemment, ça nous a enlevé. Je pense que, Richard, il faut souligner aussi que malgré tout, il n'y a pas eu une diminution de l'offre de service, plutôt l'inverse. Non, c'est ça. Jamais non, livré. En fait, depuis le 1er avril, on roule à plus 39, plus 40 de ce qu'on faisait l'année passée. Fait qu'on a réussi, on a baissé de beaucoup le nombre d'employés ou de bénévoles requis. Puis ce faisant, on est quand même capable de rouler à 140 000 à l'heure. Fait que ça a été une belle réalisation. Puis je dirais que c'est la COVID qui nous a forcés à regarder nos processus d'affaires, regarder nos plateaux, puis dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en faisant moins de taponnage, en étant plus dans du juste à temps, en étant plus dans des flux tendus d'approvisionnement et compagnie. Là, je vous ai épargné tout le détail technique. Mais c'est un gros enjeu. Puis évidemment, ça a pris beaucoup parce qu'on a certains bénévoles réguliers qui nous ont pas abandonnés et qui ont pris les risques de continuer à venir nous aider tout au long de la pandémie. Là. Mais ça a demandé beaucoup de résilience ou beaucoup d'acceptation au changement de la part des bénévoles. Parce que les bénévoles, comme les employés, ils ont vu leur plateau de travail transformé. Ils se disent, bon, dorénavant, on ne fait plus ça comme ça. On a une nouvelle méthode, on a une nouvelle chanson. Voici la nouvelle chanson du mois. Puis voici dorénavant comment on fait les affaires. Puis on a été chanceux que nos bénévoles puis que nos employés nous suivent là-dedans, là, parce que si tout le monde s'était barré, c'était une situation qui était propice à ça, à ce que le monde dise là, c'est pas le temps de faire du changement, on a d'autres choses à faire. Là. Puis j'imagine que l'équipe non, mais c'est ça pareil. Là. Puis je pense que l'équipe de gestion, là, en arrière, là, particulièrement aux opérations, ils ont été particulièrement efficaces à expliquer le pourquoi de tous ces changements aux bénévoles et aux employés. Puis on a réussi à opérer. Fait qu'on roule présentement à 33 bénévoles par jour. On donne à peu près 40 plus de kilogrammes de bouffe que ce qu'on faisait l'année passée. Puis on est bien content qu'ils soient là, ces bénévoles-là, qui sont d'ailleurs de tout âge. Il y a du monde de la force de main-d'œuvre, des jeunes comme moi et toi. Non, c'est une farce. Comme toi et moi. Mais il y a aussi des gens là, qui sont à la retraite, des retraités là, qui sont dans la soixantaine ou dans la soixante-dizaine ou dans la... Même, on a une personne, là, je pense, qui a 82, 83 ans, qui vient nous aider. Fait que on est bien content de pouvoir continuer l'opération comme ça. Merci, Richard. Écoute, Marilyn, je sais que chez vous, vous êtes plus dans un organisme de soutien, peut-être moins dans le tout-day, mais j'aimerais ça qu'on parle de l'engouement que la plateforme Je bénévole a. J'aimerais ça qu'on revienne un petit peu sur tout l'engouement du bénévolat qui a eu lieu dans les premiers temps, puis comment ça a évolué. J'aimerais ça que tu nous reviennes. Fais-nous un portrait de comment ça s'est brossé au niveau global, là. Parfait. Alors, c'est sûr qu'au début de la pandémie, les organismes, un peu comme chez Moisson là, avec M. Dano, ont vu leurs ressources bénévoles disparaître pratiquement, hein, parce qu'il y a quand même 23 de nos bénévoles au Québec qui ont plus de 65 ans. Alors, ça fait et souvent, c'est eux qui offrent le plus d'heures. Donc, les organismes ont effectivement dû se réorganiser. Bon, juste avant d'arriver à la plateforme, Stéphane, si tu me permets, moi, je trouve que M. Dano vient de exactement mettre des mots sur ce qu'il faut faire dans des situations comme ça. Il faut expliquer aux bénévoles pourquoi on le fait. Une fois que les gens sont conscients de la raison pourquoi on change nos façons de faire, c'est sûr qu'ils vont embarquer beaucoup plus que si on leur impose une façon de faire sans les mettre dans la loupe. Ça, je pense que c'était la façon de procéder.
L'autre chose, il y a eu un instant de panique au niveau de nos organismes de dire, bien, on a perdu nos bénévoles, on a perdu la moitié, le 3/4 de nos bénévoles. Il y a très peu d'organismes dans les premières semaines qui ont pensé revoir leurs besoins en bénévolat comme Moisson l'a fait. Alors, comment on peut faire les mêmes services ou même en offrir plus avec moins de ressources bénévoles? Et ça, c'est l'aspect de la planification des effectifs qui souvent est escamoté dans les organismes. Donc, on voit nos bénévoles partir et là, on a comme un instant de panique de dire « faut recruter, il faut recruter, il faut recruter », mais on ne prend pas nécessairement le temps de voir combien il faut recruter de bénévoles pour faire quoi. Et ça, c'est une erreur, à mon avis. Et au mois de mars, quand le gouvernement du Québec a encouragé les gens à s'inscrire sur jebénévole.ca, qui est une plateforme qui est portée par la Fédération des centres d'action bénévole qui existait déjà depuis 3 ans, on a eu un engouement incroyable. La plateforme a planté la première journée. On le savait que ça ferait ça. Il y a eu plus de 40 000 candidatures reçues dans les premières semaines. Évidemment, on voyait à chaque fois que le premier ministre faisait une annonce de dire on a besoin de vous, on a besoin de bénévoles. Le nombre de personnes qui s'inscrivaient sur la plateforme augmentait. Pour avoir travaillé en urgence pendant 20 ans, pour moi, il n'y a rien de surprenant là-dedans. À chaque fois qu'il y a une crise au Québec, que ce soit un sinistre, que ce soit le rapatriement de Canadiens pris à l'étranger, on a toujours une mobilisation assez grande des Québécois qui, là, veulent aider. La particularité avec la COVID, c'est que c'était partout à travers le Québec et beaucoup de gens se sont retrouvés sur pause. Et donc là, ont eu l'impression qu'il y avait du temps à donner. Donc, cet engouement-là de 40 000 personnes sur le site jebénévole.ca s'est transformé en 20 000 jumelages dans les organismes. Donc, on a la moitié des gens qui se sont portés volontaires qui sont atterris dans les organisations. Les organismes ont eu un beau défi parce que des ressources bénévoles, ce n'est pas des pions. Il faut les accueillir, il faut les former, il faut les encadrer. Alors, quand on change de bénévole à chaque jour, ça amène un nouveau défi. Mais souvent, on aime mieux travailler dans la stabilité. Ça, c'est la première chose. Puis l'autre chose, bien, on a des organismes qui ont reçu beaucoup trop de candidatures pour leurs besoins. À un moment donné, ils ont fait l'exercice de se dire, bien, donc j'en ai besoin de combien? Et là, il y en a 25 qui sont intéressés à venir chez nous, puis j'en ai juste besoin de 10. Donc ça a créé une autre problématique parce que les organismes ne se sentaient pas nécessairement à l'aise de dire aux gens, bien, c'est correct, on n'a plus besoin de bénévoles, on n'a plus besoin de vous. Fait que des fois, on essayait de les intégrer comme de force. Finalement, on se rajoutait du travail pour occuper les gens qui voulaient absolument devenir bénévoles. Fait qu'il faut éviter ce piège-là également. Mais il y a eu une mobilisation, une solidarité incroyable là, au niveau des Québécois qui voulaient donner de leur temps. Maintenant, il faut s'assurer qu'il y a une adéquation entre les gens qu'on recrute et les besoins qu'on a. Et c'est souvent là qu'on a un enjeu, surtout en urgence. Et là, on se dit, on passe notre vie à chercher des bénévoles. Puis là, on en a plein qui arrivent. On ne peut pas leur dire non. Ben oui, il faudrait leur dire non plutôt que de leur faire des tâches insignifiantes, finalement, qu'on n'aurait pas donné à un bénévole normalement si on avait tous ces bénévoles-là qui arrivaient. Tu as tellement raison. C'est à la limite, tu vas les démotiver, puis tu peux. C'est ta réputation qui va en prendre un coup dans certains cas aussi. Moi, je dis toujours aux organismes, vous êtes mieux de suggérer aux candidats d'autres organismes où ils peuvent s'impliquer plutôt que d'essayer absolument de les avoir chez vous parce que le bénévolat, ce n'est pas de l'occupationnel. Il ne faut pas que ça devienne de l'occupationnel. Donc, il faut se permettre comme organisme d'être capable de dire, bien là, j'ai atteint mon niveau de mon nombre de bénévoles que j'ai de besoin. Maintenant, les autres candidats, je peux les mettre sur une liste d'attente, je peux les référer ailleurs. Mais essayez pas absolument de les prendre parce que vous vous dites que ben on cherche des bénévoles à l'année. Parce que les gens qui n'auront pas une belle expérience ne reviendront pas à long terme. Fait que vous êtes mieux de les refuser plutôt que de leur faire vivre une expérience où ils ont l'impression d'être un pion. Ce matin, on a un bon exemple d'une masse de bénévoles critiques qui, finalement, il faut leur dire non. Thomas, je pense que quand on annule un événement de la grosseur du vote, on se ramasse avec une masse de personnes qui avaient une habitude. Dans le milieu de l'événementiel, il y a souvent des bénévoles qui reviennent d'année en année, puis là, d'un coup, ils perdent leur repère, même dans certains cas, il y en a qui prennent leurs vacances pour participer au festival. Fait que là, comment on gère ça? Oui, il y en a pas mal même qui prennent leurs vacances. Et bien, ce que dit Marie-Lise, de toute façon, est tout à fait vrai. Avant la pandémie, le festival est une organisation qui a quand même du succès au fil des années, puis ça amène beaucoup de bénévoles, puis ça s'est retrouvé même justement avec trop de bénévoles, puis on a dû un peu reformuler nos affaires, améliorer nos pratiques pour que justement on ait le nombre de bénévoles dont on a besoin, puis aussi qu'eux, ils soient satisfaits de leur expérience. Donc, parce que l'enjeu, quand les gens justement prennent leurs vacances, c'est que c'est quand même majeur. Là. Ils ont du temps, ils nous donnent beaucoup de temps, c'est un temps précieux pour eux.
faut que leur expérience soit bonne. Puis là, la question nous qu'on s'est posée, mais on n'est pas les seuls, hein, est-ce que ces bénévoles-là, ils vont pas aimer la période sans événement? Et puis, est-ce qu'ils seront encore disponibles l'année d'après? Il y a un sondage qui a été fait là, au niveau national par Événements Attraction Québec. Là, puis les bénévoles du festival ont été sondés. D'ailleurs, ils ont très bien répondu. Donc, ça veut dire qu'ils sont quand même mobilisés. Puis, pour la très grande majorité d'entre eux, plus de 90%, ils étaient motivés à revenir l'année d'après. Puis, sur ces 90%-là, 50% d'entre eux, par contre, souhaitaient qu'on ait des mesures sanitaires, évidemment, appropriées à la situation. Puis ça, je pense, c'est grâce au travail qu'on a fait dans les dernières années. Puis, on avait développé une politique de ressources humaines juste pour les bénévoles. Évidemment, le recrutement, mais on avait affiné aussi pour justement évaluer le besoin des gens et évaluer leur degré d'implication. Est-ce qu'ils étaient là parce qu'ils voulaient être au contact de public, faire une tâche simple, pas compliquée, parce qu'ils en ont assez dans leur vie professionnelle, ou au contraire, ils voulaient des responsabilités parce que c'était des personnes qui avaient besoin de ça. Donc, on a essayé de faire une adéquation entre le besoin des gens et puis leur travail sur le terrain. Ensuite, évidemment, formation, encadrement, responsabilisation, valorisation, reconnaissance, tout ça, on a des étapes. Puis nos bénévoles, on a un super bon taux de retour. Et là, voilà, on n'a pas envie de perdre ce lien-là. Donc là, comment on fait quand on annule tout? D'abord, on les informe. Le pire pour des bénévoles, c'est d'apprendre des choses. Évidemment, il y a des choses qu'ils apprennent dans le journal là, ou aux informations, mais dans l'idéal, si on envoie des communiqués, il faut aussi les envoyer à nos bénévoles. On fait des infolettres spéciales. On a une page Facebook, évidemment, privée pour les bénévoles. On essaye vraiment de leur donner de l'information pour qu'ils fassent partie de l'équipe, dans le fond, de la gang, quelle que soit la situation, même s'ils sont loin. C'est le sentiment d'appartenance. Et quand on prend des vacances, justement, pour participer à un événement, ça veut dire qu'on a cet événement à cœur. Donc, on a envie d'être informé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui va arriver? Puis là, c'est la période des fêtes qui arrive, on prépare justement une infolette spéciale. Puis on va leur dire ce qui se passe. Là, on va leur souhaiter bonnes fêtes, évidemment, c'est la moindre des choses, mais on va leur dire voici pour 2021, vu la situation, voici vers quoi on s'enligne. Et c'est important parce que comme ça, on maintient le lien. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire. Hein. Évidemment, quand on a fait des événements de moindre envergure, on les a informés, puis on a sollicité quelques bénévoles, mais on n'a pas fait d'appel non plus à tous parce que dans le sens, on n'avait pas besoin de centaines de bénévoles, puis aussi à cause des contraintes sanitaires, c'est risqué de faire ça, mais on essaye, c'est ça. L'information, c'est vraiment la clé, maintenir le sentiment d'appartenance. Puis aussi, il y a toujours des petits cadeaux. On prépare un spectacle en février-mars, sans doute virtuel, mais qu'on va vendre. Hein. Mais pour nos bénévoles, on va donner des liens gratuits. Enfin, c'est des choses comme ça qu'on a toujours fait, maintenir le lien. C'est plus important parce que, voilà, c'est fondamental, les bénévoles, dans notre équilibre, puis dans notre manière de fonctionner. Puis c'est aussi à l'image de l'événement. Notre événement, c'est une grande diversité musicale. Puis nos bénévoles, il y a une grande diversité de générations, de milieux sociaux qui sont représentés, puis c'est ça qui est chouette. Je pense qu'il y a quelque chose sur lequel je veux juste souligner, c'est que les bénévoles sont très souvent le centre de la vie associative d'une organisation. Oui. Puis très souvent, on n'associe pas membership, administrateur à bénévole. Puis c'est souvent, on pense que c'est des ressources, qu'en réalité, c'est plus que ça dans une organisation. Puis les quelques étapes que tu viens de dire au niveau de l'information, au niveau j'appelle ça de l'entretien, puis c'est de l'entretien de relation qu'on a avec cet écosystème-là, est important pour notre vie associative, puis aussi le dynamisme aussi. Puis l'autre point, Thomas, tu le vis, là, puis même Richard, il y a une grosse partie de nos bénévoles sont aussi notre source. Tu sais, dans le cas de Richard, je sais qu'il y a des gens du milieu de l'alimentation qui viennent être bénévoles chez vous, qui sont aussi des donateurs aussi. Fait que les univers entre les bénévoles et les autres sphères de nos organisations, que ce soit en programmation, que ce soit en financement, que ce soit au niveau des dons, sont importantes à considérer aussi. Là. Puis je suis curieux, Richard, il y a un gros volume chez vous depuis un bout de temps, mais je prends la personne qui a peur peut-être au niveau de sa sécurité. Comment on peut garantir un environnement qui est quand même sécuritaire? Puis est-ce qu'on peut garantir ça? En fait, la réflexion sanitaire pour les bénévoles est la même que celle pour les employés. Hein, on fait ça de façon un petit peu sans distinction. Là. On ne peut pas garantir, il n'existe pas d'environnement sans risque.
Fait que, le risque zéro n'existe pas, puis il va toujours avoir un facteur chance. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, je me rappelle en début de pandémie, là, on a pris une décision un peu rétrospectivement, ça peut avoir l'air un peu bébête, là, mais en comité de direction, on s'est assis et on s'est dit qu'est-ce qui va guider nos actions de sanitaires? Est-ce que c'est l'opinion de tout un chacun, puis les bonnes idées, puis la créativité de tout un chacun, ou si on s'en remet purement et simplement et de façon quasi dogmatique à la santé publique? Puis là, on a décidé qu'on suivrait la santé publique, on n'allait pas questionner ça. Puis ça a l'air niaiseux, là, rétrospectivement, là. Mais si tu savais le nombre de discussions inutiles que ça nous a sauvés, parce que tout le monde a un stress différent, tout le monde a une anxiété, un niveau d'anxiété ou de stress différent par rapport à cette maladie-là qui se promène. Même dans l'équipe, on le voyait là, autour de la table, là. Puis tout le monde n'a pas le même... Tout le monde n'est pas nerveux de la même façon. Puis tout le monde connaît quelqu'un qui travaille au ministère de la Santé, au provincial ou au fédéral, puis il connaît une tante que son mari, c'est ci, puis là, ça finit plus. Ça finit plus. Puis tu sais, même, je me rappelle même, quand on avait des discussions au conseil d'administration, tout le monde, dans leur volonté de bien faire puis de collaborer, ils ont fait toutes sortes de suggestions qu'on a retrouvées en entreprise, comme par exemple de prendre la température du monde ou de faire toutes sortes de choses qui n'étaient pas nécessairement poussées, qui n'étaient pas nécessairement la ligne de fond de la santé publique. Fait que nous, pour faire une histoire courte, d'emblée, on a dit on va faire ce que la santé publique nous dit de faire, puis on va l'appliquer le plus rigoureusement possible, puis on va essayer de prêcher le plus possible par l'exemple pour que nos employés nous voient aller là-dedans, puis surtout aussi pour que nos bénévoles nous voient. Puis c'est tout ce qu'on pouvait faire, dans le fond, pour les rassurer, nos bénévoles. Puis on a fait un petit peu de tapage là, au fil de chacune des semaines, à l'effet qu'on a réussi à faire une autre semaine, on a réussi à faire un autre mois sans qu'il y ait d'éclosion chez Moisson Montréal. Puis à toutes les fois, on se disait, c'est sûr qu'il y a un facteur chance, on est chanceux. Puis c'est sûr qu'il y a un facteur qui est parce qu'on les applique, les règles, parce qu'on force le monde à remplir la déclaration, parce qu'on se retire quand il y a quelqu'un dans notre environnement qui a été en contact avec quelqu'un qui est positif, puis on l'a joué défensivement. On ne peut pas garantir le risque zéro, mais on peut prêcher par la prudence. Puis c'est ça qu'on a fait. Puis on n'a surtout pas voulu s'amener comme des gourous de la santé ou de l'épidémiologie, parce qu'on ne l'est pas. Fait qu'on s'est dit, on va suivre la santé publique, puis ça nous amènera où est-ce que ça nous amènera? Parce que eux autres, comme nous autres, on assume qu'ils ont un bon batting average, là, puis la plupart des décisions qu'ils prennent, elles sont bonnes, ces décisions-là. Puis on va les suivre, puis on se dit, c'est ça qui est notre meilleur cheval de course. C'est le même qu'on l'a joué, puis force est de constater qu'on a réussi à convaincre nos parties prenantes, que ce soit nos employés puis nos bénévoles, de pas se retirer. Moi, j'avais beaucoup peur de ça au début, que les employés se mettent en refus de travail. J'avais une grande crainte de ça. Puis je me disais, si les employés se retirent, l'opération va arrêter. Puis ça aurait été catastrophique, parce qu'on comprend bien que c'est pas parce qu'il y a une maladie qui se promène que le monde a moins faim. Hein? C'est plutôt l'inverse. La grande crainte, elle était là. Fait qu'on a mis beaucoup d'emphase sur les mesures sanitaires, puis on n'est pas tolérant. On a dit au monde, là, regardez, là, c'est pas une garderie, là, on ne vous dira pas 3 fois. On va vous dire une fois, puis si on ne vous reprend pas de masque, ou si on vous reprend, vous promenez sans vous laver les mains, bien, on va vous accompagner jusqu'à la porte. On va dire ton implication chez Moisson est terminée. C'est fini, merci, bonsoir. Tu reviendras quand la pandémie serait réglée. On se disait, on aime autant avoir moins de monde à la limite que d'avoir du monde qui vont provoquer ou augmenter les chances qu'il y ait une éclosion à l'interne. C'est un drôle de calcul, mais tu sais, Marilyn le disait tantôt, là, peu mais mieux. À un moment donné, là, on n'est pas là. C'est pas notre raison d'être que d'avoir un nombre incroyable de bénévoles. C'est pas ça qui est notre raison d'être. On est tous dans des secteurs différents, que ce soit de quoi d'humanitaire comme chez nous, que ce soit la culture ou que ce soit autre chose. Puis le core business, c'est pas d'avoir du bénévolat. C'est pas pour ça qu'on est là. Puis il y a un intérêt à faire preuve de transparence. C'est dans le fond ce que tu disais, Marilyn, un petit peu tantôt. Nous autres, on croit bien gros à ça. On est bien mieux de faire preuve de transparence. On n'est pas là de faire de l'occupationnel. Puis le meilleur truc pour que le monde revienne, à mon sens, c'est qu'ils aient une bonne expérience. S'ils sont venus chez nous puis ils ont perdu leur temps, ils ne reviendront pas. Fait qu'on est bien mieux de prendre le taureau par les cornes, faire preuve de transparence, puis leur dire. Souvent, puis je vais arrêter de parler, là, parce que je vois que tu n'arrêtes pas des épaules, mais
souvent, l'erreur qu'on fait, c'est que parce que c'est gratuit, le bénévolat, on pense que ça n'a pas de valeur. C'est ça qui est la dissonance cognitive. C'est ça qui n'est pas correct dans le raisonnement. Quand on réussit à rester ancré sur le fait que c'est inestimable le fait que les gens nous donnent du temps. C'est une chose qu'on n'a pas dans la vie, puis là-dessus, on est tous égaux, c'est du temps. Fait que quand quelqu'un nous donne 6 heures de son temps, quand quelqu'un nous donne 8 heures de son temps, c'est inestimable. Parce que le temps qu'il nous a donné, il est disparu après, il est fini. Il ne peut pas le récupérer, il ne peut pas aller l'acheter, il ne peut pas le faire réapparaître. Puis il faut rester, nous qui sommes des bénéficiaires du bénévolat, dans le fond, les organismes comme nous autres, il faut qu'on reste bien allumés au fait que ça n'a pas de prix, ce que les gens nous donnent. Il ne faut pas les regarder comme « Ah, c'est juste des bénévoles ». Non, c'est tout le contraire, tabarouette. C'est tout le contraire. Ils viennent, on ne les paye même pas, si boule. Puis ils nous donnent tout ça gratuitement. Tu rouvres une porte, puis je suis curieux d'entendre Marilyn, c'est sur la professionnalisation du bénévolat. Moi, je suis dans le milieu des OBNL depuis une vingtaine d'années, puis je vois une grosse différence sur la considération de la ressource, sur la gestion de la ressource et sur l'optimisation de ça. Puis j'aimerais ça en même temps qu'on aborde votre programme de formation. Donc, je pense que c'est important d'en parler parce que c'est des outils c'est des outils gratuits en plus qui peuvent vraiment faire une différence. Là. Je suis curieux de t'entendre, Marilyn, là-dessus. Bien, en fait, ce que M. Dano vient de dire, c'est tellement important. Les organisations sont là pour accomplir une mission, pas pour occuper les bénévoles. On a besoin des bénévoles pour actualiser notre mission, mais notre mission, ce n'est pas d'accueillir des bénévoles. Fait que ça, déjà, il faut démêler ça. Au niveau de la professionnalisation du bénévolat, bien, je vous dirais qu'à un certain moment, c'est les bénévoles eux-mêmes qui nous ont demandé d'être plus structurés, de savoir qu'est-ce qu'il y avait à faire, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, qu'est-ce que ça va être quoi mon apport au niveau de l'organisation. Donc, dans ce sens-là, c'est sûr qu'il y a des structures qui se sont mises en place depuis une vingtaine d'années et finalement, au niveau du réseau d'action bénévole, nous, ce qu'on suggère, c'est un cycle de gestion des bénévoles qui ressemble beaucoup à un cycle de gestion des ressources humaines, mais avec des lunettes différentes. Parce qu'effectivement, les motivations des gens ne sont pas les mêmes que les employés rémunérés. Si le bénévole n'est pas content, bien, il va quand même pouvoir le payer son hypothèque et mettre du pain sur son beurre la semaine prochaine. Ouais. Tandis que l'employé qui n'est pas content, mais il va peut-être plus hésiter avant de partir. Donc, au niveau des étapes, et c'est effectivement un programme de formation là, qui a été développé dans les 2 dernières années, ça s'appelle Géo-Bénévole, sur le site Internet du RABQ. Les liens ont été mis, les liens ont Je rêve éveillé des fois. C'est aussi en réponse à ce que les bénévoles nous disaient. Et les bénévoles, M. Dano l'a dit, là, ils n'ont pas de temps à perdre. Donc, ils s'attendent à être dans des organisations qui sont structurées, qui savent où ils s'en vont et qui savent également comment prendre soin de leur monde. Puis prendre soin de leur monde, ça ne veut pas dire organiser une fois une activité de reconnaissance à chaque année. Prendre soin de notre monde, c'est de connaître nos bénévoles, c'est de les appeler par leur prénom,
c'est de savoir quand que la madame elle a perdu son chien, c'est de l'appeler la semaine d'après pour voir comment ça va, madame, maintenant que votre chien n'est plus là. Ça a de l'air niaiseux, mais ça, c'est de la reconnaissance. Et c'est là que les bénévoles voient qu'ils sont reconnus pour ce qu'ils sont, au-delà de ce qu'ils pour ce qu'ils sont, au-delà de ce qu'ils font. Donc, moi, j'aime beaucoup dire, on veut reconnaître l'individu au-delà de la tâche. Et c'est ça qu'il faut garder c'est ça qu'il faut garder en tête comme gestionnaire de bénévoles. On a un individu en avant de nous qui fait une tâche, mais a priori, c'est un individu qui vient nous donner du temps généreusement, sans contrepartie. Il en retire des bénéfices, c'est clair, là. Mais on n'a pas de salaire au bout de ça. Donc, si on veut les garder, il faut en prendre soin. Mais il ne faut pas aller dans l'autre extrême non plus d'accepter tout le monde parce qu'on est une organisation bénévole et que ça n'a pas de bon sens de dire non à un bénévole. Si on n'en a pas besoin au moment où la personne se présente, je me répète, on est mieux de l'orienter ailleurs que de faire vivre une mauvaise expérience et de la perdre à tout jamais. Moi, je t'ai vu sur ta chaise, tu voulais réagir. Parce que. Oui, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est la clé. Quand tu parles de professionnalisation des bénévoles, en fait, c'est professionnalisation de notre approche par rapport aux bénévoles. Tu sais, dans le fond, c'est qu'on avait peut-être tendance, il y a quelques années, à mettre beaucoup d'emphase sur plein de secteurs, puis les bénévoles, chouettes, ils sont là, bon, on va les gérer quand ils vont arriver, puis on va les répartir, et puis voilà, c'est à partir du moment où on s'est questionné que c'est aussi important de développer une approche professionnelle avec eux qu'avec nos collègues salariés ou avec notre département communication ou marketing, et ainsi de suite. C'est aussi important. Puis une fois qu'on déroule ça, bien là, tout vient, les gens sont plus contents, plus satisfaits, et puis après, bien, le taux de retour est meilleur, etc. Puis il ne faut pas hésiter non plus à évaluer les bénévoles dans le sens à la hauteur de la mission qu'on leur donne, mais parce que parfois, il y a des gens, ils ne sont pas faits pour être bénévoles, ou ils ne sont pas à la bonne place. Ils sont bénévoles, mais pas à la bonne place. Donc ça aussi, il y a quand même une démarche, c'est un peu tabou, parce qu'on dit, ben là, c'est des bénévoles, ils donnent leur temps, on ne va pas quand même leur dire que ce n'est pas bien ce qu'ils font, mais il y a quand même une imputabilité. Nous, on a un guide des bénévoles, on leur dit, ben voici ce qu'on vous offre, et puis voici les privilèges, mais par contre, voici ce qu'on attend de vous, voici, il y a un échange quand même là-dedans qui est super important. Puis ce que je vois venir aussi pour les prochains mois, c'est que évidemment, ils vont avoir besoin d'être consultés, puis rassurés, puis outillés par rapport à la COVID. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, même si ça repart. Nous, il y a des gens qui sont en contact avec le public. Il va falloir vraiment qu'on soit à l'écoute de ce qui les angoisse, ce qui leur fait peur, puis c'est ça, qu'on les forme, qu'on les équipe éventuellement, etc. Ça, c'est un enjeu qui est quand même majeur parce qu'on va être comment dire, eux, ils attendent de nous qu'on soit quand même professionnels. Puis un bénévole qui arrive puis qui attend pendant 1 heure où il trouve que c'est pas pertinent ce qu'il fait comme travail, c'est pas bon parce qu'ils sortent de là en disant ben là, franchement, ils sont pas bien organisés, ils voient ça c'est n'importe quoi. Puis là, ça parle, puis c'est pas bon pour la réputation de notre organisation, donc ça va être important. Ça, c'est l'enjeu. Mais Richard le fait déjà. Il l'a expliqué tout à l'heure par rapport à la COVID. Pour nous, on sait qu'on a remobilisé des gens, mais ça va être un enjeu qui va être important. Il y a quelqu'un qui a posé une question que je trouve intéressante quand ils sont inscrits, puis c'est un petit peu dans la suite. La crise a amené des gens à faire leur première expérience de bénévolat dans certains cas. Je pense à beaucoup de jeunes secondaires, collégiales, qui avaient du temps, puis que là, ils ont décidé de s'impliquer. Fait que là, puis il y a beaucoup de profs aussi dans le premier confinement qui ont donné du temps, mais là, tout ce monde-là retourne à l'école, retourne au travail. Là, comment on peut les réengager à nouveau puis s'assurer qu'ils vont devenir des bénévoles plus régulièrement? C'est quoi la prochaine étape après l'initiation suite à la crise qu'on a vécue? Parce que c'est un processus qui est traditionnel. On a tout le temps des gens qui ont une première expérience, mais là, on arrive avec une masse. Et on ne voudrait pas le perdre. Là. Richard, je te vois sourire. Il y a quelque chose là-dessus, je suis sûr. Non, ben, j'ai toujours de quoi dire, mais c'est comme les donateurs. C'est comme toi qu'on t'a appelé, Richard. C'est comme les donateurs financiers. Là. La rétention, c'est toujours une préoccupation. Fait qu'il y a des protocoles de rétention qu'on peut déployer. Tu sais, de la même façon que quelqu'un qui fait un don financier, on ramasse ses coordonnées. De la même façon que quelqu'un fait un don alimentaire, de la même façon que quelqu'un nous donne du temps, ben, je pense que c'est une bonne pratique de lui demander ses coordonnées. Puis tantôt, on parlait d'une infolette ou de choses comme ça. Tu sais, je veux dire, il y a des protocoles de rétention qui ne sont pas compliqués, là, qui existent et qui sont déployés dans plein d'organisations. Pas besoin de réinventer la roue, là. Puis ça donne de quoi, ça, ces protocoles de rétention-là? Parce que c'est à travers ça qu'on maintient la relation.
Tantôt, Marlène parlait d'une relation avec les bénévoles. Là. Ben, ça se nourrit. Puis effectivement, ça me fait sourire quand tu dis là, c'est plus qu'un dîner de remerciement par année. Là. Effectivement, c'est un petit peu plus compliqué que ça si on veut que les gens continuent à venir nous donner de leur temps, à faire preuve de... Tu sais, protocole de rétention. Puis il y en existe plein. On n'a même pas besoin de réinventer la roue. Là, il y en a plein. Puis je suis convaincu que ça doit être un de vos modules de formation au Centre d'action bénévole là, sur comment on maintient ça, ce lien-là qui est si riche. Marilyn, C'est nos 2 derniers modules de formation là, qui concernent plus l'implication des bénévoles. Mais je vous rajouterais aussi, dites-le que vous avez besoin de bénévoles à long terme. Parce que vous savez qu'actuellement, il y a 35 des Québécois qui ne sont pas bénévoles, qui ne le sont pas parce qu'ils ne savent pas où s'adresser, ou ils ne savent pas à quelle porte cogner, puis ils ne savent pas sont où les besoins. Et ça, c'est moi, quand j'ai vu ce parallèle là, qui a été fait dans une étude qu'on a fait avec les gens en 2018, qui est d'ailleurs disponible sur notre site Internet, je faisais le parallèle avec la philanthropie où, à l'époque, quand j'étais dans une autre organisation, on disait que 50 des gens qui ne faisaient pas de dons en argent ne l'avaient pas fait parce qu'on ne leur avait pas demandé. Donc, au niveau du bénévolat, c'est la même chose. Si les gens vont chez vous dans une situation d'urgence ou de crise, mais qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent revenir et que vous pouvez adapter leur horaire. Parce que c'est sûr que le bénévole qui est allé dans la pandémie, qui avait une journée complète à donner par semaine, et s'il est resté sur l'impression que vous avez besoin juste de gens qui vont être là une journée complète par semaine, il ne répondra plus. Et si cette personne-là sait que si vous avez un 2 heures, un 3 heures à donner, vous pouvez venir faire du bénévolat chez nous, bien là, déjà, elle va s'enlever la barrière de « je manque de temps ». Parce que la moyenne actuellement au Québec, c'est 12 heures par mois. On veut avoir plus d'heures que ça. Et actuellement, c'est un petit peu plus que 2 heures par semaine que les gens donnent en bénévolat. C'est pas énorme. Donc, il faut casser ce mythe-là. Là. On voit que Marilyn a des bonnes lectures, dont notamment celle qui, dans le grand livre, où est-ce qu'il s'est marqué « Demandez et vous recevrez ». Voilà. Mais c'est ça pareil. Vous seriez surpris. Tu sais, moi, je dis souvent, en recrutement, il n'y a pas meilleure solution que le bouche à oreille et il n'y a pas mieux qu'un bénévole heureux pour en convaincre un autre d'arriver faire du bénévolat avec lui. Un bénévole qui n'a pas une bonne expérience et qui en parle comme étant une épine dans le pied, il ne vous recruterait pas personne pour vous. Mais le bénévole, ça devient votre principal ambassadeur pour recruter. Pour ambassadeur, je dirais au sens large. Que ce soit pour recruter, que ce soit pour les dons, que ce soit pour les bénéficiaires, c'est la personne, tu sais, la conversion d'un bénévole en ambassadeur, c'est peut-être, avant de faire de la communication externe, c'est peut-être un genre de communication interne qui est à favoriser, parce que je parlais de la vie associative tantôt, Richard, tu parlais de dons, mais je sais très bien qu'il y a plein d'organismes qui vont, tu sais, les partenaires dans l'événementiel vont souvent sortir du milieu des bénévoles, des gens qui ont... C'est aussi un premier contact avec l'organisme, puis son offre de service et sa mission aussi dans bien des cas. Fait que souvent, si on a juste un focus sur qu'est-ce qu'ils peuvent, tu sais, une vision d'une personne, tu es un bénévole, tu es une catégorie bénévole, je te parle juste quand j'ai besoin de toi. Par rapport à... Ben, il y a aussi, tu sais, je parlais de professionnalisation tantôt, là. Puis je veux vous entendre aussi sur l'interprétation d'une ressource. Tu sais, le mot, je l'entends souvent, ressources humaines. On parle souvent d'employés, mais j'ai comme l'impression que c'est un message qui aurait besoin d'être retraité ou dans le milieu des OBNL. Toi, chez vous, Thomas, la ressource bénévole, vous la voyez comment? Ben nous, pour nous, ça fait comme partie de notre monde, de notre équipe, dans le fond. Tu sais, les bénévoles, dans le fond, ils sont essentiels. Et puis, on essaie de les intégrer. Une fois que l'événement est parti, là, c'est sûr, pour nous, il y a quelque chose de fort en mode qui arrive là, pendant des jours. Toi, tu as une structure où tu as des super bénévoles aussi. Tu as des gens qui sont impliqués à un niveau supérieur, qui sont comme des responsables de secteur ou des chefs. Mais c'est ça. En fait, on a une structure. Dans le fond, les gens, c'est ça. On identifie les gens qui veulent les responsabilités, parce que c'est comme ça qu'ils s'épanouissent. Puis, on leur fait confiance parce que là encore, quand on parle de rétention, plus les gens reviennent, plus ils développent une expertise, plus ils veulent être responsables. Puis la clé, en fait, c'est de créer une histoire avec eux. Tu sais, le sentiment d'appartenance, c'est le plus important. Nous, on a beaucoup de bénévoles qui reviennent, puis il y a d'autres organisations sur notre territoire qui nous demandent parfois notre liste de bénévoles. Bon, ce qu'on ne fait pas parce que c'est confidentiel, mais par contre, on envoie sur notre page Facebook à tous nos bénévoles « Et telle organisation cherche des bénévoles, est-ce que vous seriez intéressés ?» En général, ça ne marche pas beaucoup.
Parce que, et d'abord, les gens ne sont pas des bénévoles professionnels. S'ils ont 15 jours à donner, ils ont 15 jours à donner. Tu sais, c'est comme s'ils pouvaient, ils sont bénévoles une fois, ils pourraient être bénévoles toute l'année dans tous les événements de la ville. Ça ne marche pas de même. Mais c'est parce que il faut créer une histoire, un lien. Puis c'est très important de rappeler aussi les valeurs d'organisation. Pourquoi on fait ça? Tu sais, ça coule de source, mais en fait, pas tant. Il faut rappeler. Merci, grâce à vous, ben, ça nous permet d'entretenir notre mission, nos valeurs, pourquoi on fait ça, l'implication dans la communauté. Puis là, il y a une fierté qui se dégage en plus du temps, mais surtout, il faut qu'il fasse partie de l'équipe. Tu sais, il y a plus de. Nous, on ne classe pas, pendant l'événement, il n'y a plus de salariés bénévoles. Il y a aussi on ne passe jamais dans la décision par-dessus un bénévole. C'est-à-dire que si sur le terrain, le bénévole décide, j'ai des cas très concrets, là, c'est assez facile. Exemple, quelqu'un qui est responsable d'une zone VIP. Puis qu'on donne des consignes claires en disant, bien, ceux qui rentrent dans le VIP, c'est parce qu'ils ont la petite carte qu'il faut, etc. Puis il y en a des gens qui essayent de forcer le passage. Puis ils vont dire, ah, ben, je connais le directeur général, etc. Imaginons que moi, j'arrive, que je connais cette personne, puis je dis à ma bénévole, non, non, c'est bon, il n'a pas sa carte, mais regarde, moi, je suis le directeur général, let's go, tu le fais passer dans le VIP. Ça, c'est la pire erreur à faire. C'est la pire erreur à faire parce qu'on a donné des consignes claires, des responsabilités. Non, il faut respecter, la personne fait son travail et vous n'avez pas votre carte, non, ça ne peut pas marcher. Et si moi, je veux faire rentrer quand même cette personne, je vais aller chercher la carte, je vais aller chercher ce qu'il faut pour que ça reste dans les cadres réglementaires qu'on a donnés, parce que sinon, on ne respecte pas le travail des gens. Donc, c'est tout ça, là, c'est important. C'est des messages qu'on répète beaucoup à nos équipes. Le bénévole, c'est bon, on ne classe pas les gens bénévoles, comme on ne classe pas non plus les salariés en fonction de leur ordre hiérarchique. Là. On fait partie de la même équipe, on établit des règles, puis on fonce ensemble vers un objectif commun. Puis je pense que c'est ça un peu la clé, puis c'est les valeurs d'une organisation. Puis voilà, comme le bonjour, la reconnaissance. Comment ça va cette semaine? Là, je vous ai vu l'an dernier. On est rassuré parce que vous êtes là cette année. Vous allez encadrer les petits jeunes qui sont là. Enfin, il y a plein de techniques, enfin, en fait, qui sont, moi je dis, c'est même pas des techniques, c'est des valeurs qu'on transmet, puis après, c'est diffusé dans le. C'est du relationnel aussi. C'est une base de relationnel tout court là, à cultiver. Là. Mais tout à fait. C'est la clé, c'est ça qu'ils viennent chercher avant tout. Là. Ils veulent aider, évidemment, mais ils veulent se sentir aussi respectés, puis faire partie de l'histoire collective d'une organisation. Puis si on crée ce sentiment, cette histoire-là, c'est pour ça que nous, dans le temps de pandémie, il faut qu'on maintienne ce lien, qu'on leur dise hey, on vous informe, qu'est-ce que vous en pensez, n'hésitez pas avec vos suggestions, etc. Et, bien, si on maintient ce lien-là, on sait qu'on va pouvoir poursuivre l'histoire avec eux. Même chose chez vous, Richard? Oui, bien similaire. Tantôt, vous avez prononcé le mot ambassadeur. Là. Chez nous, les bénévoles, c'est ça qu'on dit. On dit, au-delà du 6 heures qu'ils vont nous donner aujourd'hui, là, la grande valeur ajoutée de leurs dons, c'est ce qu'ils vont raconter en fin de semaine avec leurs amis. Ça, c'est priceless. Ça n'a pas de prix. Quand ils vont être au party de Noël, là, puis ils vont dire, ouais, puis mon oncle Richard, comment ça se passe la pandémie? Puis là, mon oncle Richard, il raconte que depuis 4 mois, à tous les mercredis, il va faire du bénévolat chez Moisson Montréal, puis il est impressionné parce que ci ou parce que ça. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que c'est là que le bouche à oreille part, comme tu dis, puis c'est là qu'il y a un effet multiplicateur qui se crée. Fait que dans notre regard, dans le regard qu'on porte sur les bénévoles, on ne les regarde pas pour ce qu'ils font là, on les regarde pour le potentiel. Puis des fois, on leur dit, là, on est ratoureux, là, on vous aime tellement que les bénévoles qu'on veut vous transformer en donateur. Puis évidemment, là, mais tu sais, ça fait juste refléter qu'on valorise bien plus que le 6 heures inestimable ou le 7 heures inestimable qu'ils nous donnent à toutes les journées. Puis c'est dans le maintien, dans l'enrichissement de ces rapports-là qu'on a avec eux autres qu'on a du repeat business qui reviennent nous voir puis qui nous supportent au jour le jour. On a une question qui est intéressante, puis je vais l'amener à un sens plus large. Là. Est-ce qu'il y a des façons de faire ou des apprentissages spécifiques que vous avez fait depuis les derniers mois, que vous allez continuer à garder? Quelque chose que vous n'auriez pas appris si la COVID, en tant que pandémie, ne serait pas arrivée? Ben, moi, je vais sauter dans le train. Nous autres, ça nous a forcés à regarder nos processus de travail. Puis je le disais d'entrée de jeu tantôt, là, ça nous a forcés à réaliser qu'on avait bien trop de monde pour rien, puis qu'on était capable de faire les affaires de façon beaucoup plus performante, de façon beaucoup plus efficiente. Puis
Probablement qu'on aurait atteint ça éventuellement. La pandémie l'a forcé. Fait que ça c'est un gain net, puis ça va rester. Puis on en est bien content. Même si on se dit que, puis tu sais, pour rattacher ça à mon speech sur les ambassadeurs que je faisais il y a une minute, là, on s'est demandé si stratégiquement, ça allait nous porter ombrage le fait d'avoir 50 bénévoles de moins par jour. Parce qu'on s'est dit, il va y avoir 50... On s'est dit, il va y avoir 50 ambassadeurs de moins par jour qui vont propager la bonne nouvelle de Moisson Montréal. Puis finalement, on s'est dit, non. À la limite, on a autant d'en avoir 33 qui sont vraiment impressionnés par le fait que ça roule et que c'est efficace, plutôt que d'en avoir un plus grand nombre. Mais ça fait juste démontrer que dans notre regard, là, c'est bien plus que des bénévoles qui viennent nous donner du temps. C'est vraiment incarné chez nous. OK. Thomas, toi? Moi, je dirais que ce que ça va nous amener à faire, parce que tu sais, on n'a pas eu sur le terrain de contact très concret avec nos bénévoles cette année, mais c'est qu'en fait, c'est d'être encore plus sensibilisé à évaluer leurs besoins puis leurs questionnements. Il y a quand même, nous, beaucoup de monde en contact avec le public, puis on ne leur demandait pas, c'est quoi vos insécurités par rapport à ça, c'est quoi vos craintes, est-ce que vous vous sentez des fois dans une situation inconfortable en fonction, on demandait globalement leur expérience, comment ils l'avaient trouvé, puis leurs commentaires. Mais là, je pense qu'on va être obligé de rentrer plus précisément dans des questions, un peu plus précises, justement, sur comment ils vivent ça, le rapport à la foule, le rapport au monde, l'accueil, est-ce qu'il y a des craintes par rapport à ça, est-ce qu'il y a des dispositifs qu'on pourrait améliorer? Pourquoi on va être obligé de le faire? Parce qu'à cause de la COVID, on va être obligé de... Si quelqu'un a peur au contact du public et qui veut quand même être bénévole, on va être obligé de le déplacer parce que où ils ne supportent pas des masques. Ils vont nous demander, ils vont nous demander, ou nous, on va montrer pas de blanche, pour leur dire venez chez nous, puis ce sera sécuritaire. Donc, il va falloir qu'on leur pose la question, qu'est-ce qu'ils estiment, eux, comme niveau de confort pour pouvoir venir. Puis nous, évidemment, on va avoir des réponses. Nous aussi, on l'a testé, là, on a fait un événement extérieur, un petit événement. On ne va pas se substituer aux règles de la santé publique. Là, on va les appliquer, on va les rassurer. Mais on va être obligé d'aller un peu plus loin puis de les sonder davantage, connaître leurs besoins plus précis. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va garder, j'imagine, ensuite pour améliorer encore nos procédures puis qu'ils se sentent en confiance puis qu'ils se sentent en sécurité. Oui, puis, tu sais, je suis curieux de voir aussi là, toute la gestion de ceux qui. Tu sais, il y a les sceptiques, là. Ces sceptiques-là, tu sais, Richard, tu as été très clair tantôt, ils n'ont pas leur place chez vous. Ça veut dire que ça nous enlève un pan de population qui ne participera pas non plus à court, à moyen, par long terme. Ben, tantôt, on mentionnait, Thomas le mentionnait, là, à un moment donné, il ne peut pas avoir 2 sets de règles parce que c'est l'anarchie. Tu sais, si on dit qu'il y a des règles, puis que tout le monde, tu donnais l'exemple d'un accès là, à une place VIP, là, regarde, c'est ça les règles, c'est ça les règles. Si vous n'êtes pas capable de vivre avec les règles, là, en organisation, c'est ça. En organisation, là, c'est la coordination d'énergie. C'est les organisations qui marchent, c'est les organisations qui sont capables de coordonner l'énergie dans une même direction pour atteindre quelque chose. Fait que là, si tu dis, pour vous, c'est les règles A, puis pour vous, c'est les règles B, regarde, c'est vous à l'échec, là. C'est vous au trouble, là, puis la chicane, puis c'est la dernière affaire qu'on veut. Puis il y a quelqu'un qui veut prendre la chance. Moi, je trouve que c'est un choix bien personnel que de respecter les règles de santé publique. Je veux dire, c'est comme le reste. C'est comme la vaccination, c'est comme le reste. Le monde ne peut pas penser ce qu'ils veulent. Mais à un moment donné, là, on vit en société, puis on ne peut pas faire juste à notre tête non plus. C'est le prix à payer pour vivre en société. Notre liberté s'arrête où celle des autres commence. J'étais curieux de vous entendre parce que je sais qu'il va y avoir des conseils d'administration qui vont se dire « Ouais, mais là, on a peur des perdre, fait qu'on va être plus flexible ou on va essayer d'intégrer tout le monde. » Fait que, tu sais, on le sait, des fois, c'est comme la politique. Qui voudra avoir sur sa conscience d'avoir favorisé une éclosion? Là, à un moment donné, il faut être sérieux, là. Et qui voudra avoir sur sa conscience d'avoir été négligent? Puis, tu sais, si c'était un petit rhume, c'est tel que tel. Mais on sait que pour certaines périodes, pour certaines personnes, c'est beaucoup plus qu'un petit rhume. C'est vrai que pour bien du monde, c'est juste un petit rhume, une grippette. Mais pour d'autres personnes, ça peut être très lourd de conséquences. Fait que qui voudra avoir ça sur sa conscience? Moi, je dis, c'est sérieux. Ed, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, bien en fait, ça me ramène à ta question précédente qui était comment on devrait considérer les ressources bénévoles. Et j'aimerais ça vous partager une petite image là, que je partage souvent avec les groupes que je rencontre. Et au niveau de la façon dont, comme gestionnaire de bénévoles ou comme organisme, on va considérer les bénévoles. Et l'exemple dont tu parlais, Stéphane, c'est en plein ça, de dire, ben si on a des gens qui ont peur, qu'on est trop sévère, est-ce qu'ils vont revenir ou pas? Moi, je ne vous conseille pas de faire des pirouettes, là. Si, il y a des consignes à suivre, il y a des consignes à suivre et les bénévoles savent pourquoi. Alors là, rendu là, c'est un choix. Maintenant, de comment on peut considérer la ressource bénévole, dépendamment de comment on le regarde, j'avais une collègue à l'époque qui disait on a 3 façons, comme gestionnaire de bénévoles, de considérer nos bénévoles. On a nos bénévoles rois, nos bénévoles outils et nos partenaires. Donc, pour elle, les bénévoles rois, c'était les bénévoles à qui on ne pouvait pas rien dire, même si la personne dérogeait sur les règles ou les tâches qu'elle avait à faire. C'est une bénévole, on ne peut absolument pas y parler parce qu'elle est bénévole. Fait qu'on la laisse aller. On avait l'autre option qui était le bénévole outil. Le bénévole, un outil, c'est un marteau. Hein? Fait que quand j'ai fini de taper mon clou, mon marteau, je le prends, je le mets sur sa tablette. Je ne demande pas comment est-ce qu'il va entre mes 2 tapages de clous. Là. Hein? Je le prends, je tape mon clou, je le remets là. Fait que ça, c'est le bénévole qu'on utilise pour la tâche et qui devient comme un numéro. Dans le milieu, là vers quoi on devrait tendre, puis Thomas avait tout à fait raison avec ça, c'est le bénévole partenaire. Où à un moment donné, on ne sait plus qui est employé, qui est partenaire. Tout le monde amène de l'eau au moulin. Tout le monde a ses tâches et ses responsabilités, évidemment. Il n'y a pas de clivage entre la ressource bénévole et la ressource humaine qui est rémunérée. Fait qu'on évite d'aller autant dans le bénévole roi à qui on ne peut rien refuser et à qui on ne peut rien reprocher, autant dans le bénévole outil qu'on va utiliser juste quand on a besoin, qui n'est pas plus la même façon de faire. Fait qu'on vise vraiment vers le partenaire où, à un moment donné, on ne sait plus qui est employé. Quelqu'un qui nous regarde aller ne pourrait pas savoir, moi, je suis employé, puis toi, tu es bénévole dans l'organisation. On est une équipe. Et c'est exactement ce que Thomas disait. Là, je trouve ça super intéressant. Moi, je trouve ça c'est drôle. J'ai vu sourire et Thomas et Richard quand tu as donné des cas. Je suis sûr qu'ils ont vu ils ont vu des visages en tête. Là. Ah, moi aussi, moi aussi. On a tous, c'est pareil comme les employés. Il y a des employés qui demandent plus d'encadrement que d'autres aussi. Ouais. Il y a des employés qui ont un tempérament qui est plus demandant que d'autres. Ça fait partie de la J'aimerais ça qu'on aborde, il nous reste 5 minutes, j'aimerais ça qu'on parle d'un certain type de bénévoles, puis vous en avez tous, qui s'appellent les administrateurs. Parce que les administrateurs, à la base, en OBNL, sont des bénévoles, sont aussi des partenaires. Dans certains cas, ils font ramer le bateau dans un sens, dans l'autre cas, ils s'en vont ailleurs, mais en tant qu'administrateur, la réalité de la crise, puis là, j'ai 3 DG en avant de moi aussi, puis je trouve que votre vision de DG aussi, sur comment les administrateurs vous ont amené de l'eau au moulin ou pas, j'aimerais ça qu'on parle de ce super bénévole-là qui est l'administrateur ou l'administratrice. Comment vous l'avez vécu avec, pas juste vos CA, mais aussi, qu'est-ce que vous avez perçu chez eux qui va changer ou qui va être à changer face à la crise aussi? Thomas? Je dirais que tout dépend de la gouvernance que les organisations avaient mis en place avant. Parce qu'une crise comme ça, c'est révélateur de fonctionnement. Ensuite, dans le fond, à partir du moment où la gouvernance était relativement respectée, dans le sens où le CA avait plus un rôle stratégique d'accompagnement, de gardien de la bonne gestion financière, etc., et puis de questionnements généraux, ça va, puis qui ne rentrait pas trop sur l'opérationnel, ou pas du tout. Mais ça, une fois que ça s'était établi, quand la crise arrive, ben là, il y a eu beaucoup d'enjeux quand même stratégiques, de positionnement de l'organisation, etc. Puis, le conseil d'administration, de mon côté, moi, a été plus un soutien, puis a réussi à se positionner sur les bons enjeux. Mais je pense que c'est la clé, parce que ça peut être vite problématique. Tu as ta question tout à l'heure par rapport aux bénévoles, est-ce que les CA peuvent s'inquiéter, etc. Bien, le CA, le bénévole, c'est une ressource opérationnelle. Puis, je pense que le rôle du CA, c'est de s'assurer que tout soit fait avec des règles de sécurité maximum, puis qui suivent les recommandations du DG ou qui questionnent le DG pour voir si eux, ils sont à l'aise avec ces grandes orientations-là. Je dirais que dans des cas où les organisations ont une gouvernance moins stable, je pense qu'une crise peut amener beaucoup de problèmes et de mélange des genres entre stratégie, opération, etc. Et puis briser des liens de confiance qu'il peut y avoir. Parce que l'important dans une crise comme ça, c'est qu'il y a un lien fort quand même entre les administrateurs puis le DG pour qu'on soit dans le même bateau, puis qu'il y ait des temps de réflexion, des temps de questionnement, et puis des temps d'action.
puis que ça se mélange pas. Je ne sais pas si c'est clair, hein, ma réponse, mais c'est comme ça que je vois ça. Là, il faut que de notre côté, ce lien-là, on a resserré, on a fait plus de conseils exécutifs. On a fait, avant, c'est pas de conseils exécutifs, là, on en a fait plus régulièrement. Au plus fort de la crise, moi, j'ai demandé ça parce que je voulais que les décisions majeures, d'annulation, de report de spectacles, etc., soient quand même appuyées, là, dans le sens qui est logique, puis ensuite que toutes les opérations qu'on a menées qui ne sont pas le festival, mais correspondent à la mission de l'organisation. Puis pour ça, je considère que c'est un rôle de CA. Donc, j'ai attaché les actions opérationnelles avec la mission de l'organisation, puis je l'ai fait valider par le conseil d'administration, puis ils auraient pu ne pas être d'accord, mais puis on aurait débattu, puis là, on va refaire, on rouvre la planification stratégique, on essaye de l'adapter, on a des temps, c'est ça pour le CA, et puis le DG de discussion, puis après, quand la machine est partie, par contre, il faut laisser aller le Richard, chez vous? Toi, ta vision? Je suis 100% d'accord. Là, avant tout, par-dessus tout, c'est une question de gouvernance. C'est le statut de la gouvernance qui régule, dans le fond, toutes les relations qu'on a avec ces bénévoles qui sont les administrateurs. Fait que là, chez nous, pour ça, on est gâtés. Il y a vraiment une belle distribution des rôles, responsabilités, pouvoirs. Fait que ça va bien. Puis après, l'autre élément, c'est les administrateurs, c'est des individus comme tout le monde. Puis quand ça brasse, c'est là que les individus brillent, ou c'est là qu'on découvre les individus. Moi, je me rappelle, le président du CA chez nous, là, depuis le début de la crise, là, ses premières questions, c'est toujours comment ça va? Comment ça va toi? Comment ça va vous autres? Comment vont les employés? Comment vont les bénévoles? Avant de nous dire c'est quoi le chiffre de kilos. Puis ça parle de lui comme individu, ça parle de lui dans ses valeurs, dans sa façon d'être, dans ce qu'il incarne. Puis comme Thomas, nous autres aussi, ils ont augmenté la fréquence des rencontres. Ils ont proposé d'augmenter la fréquence des rencontres. On avait des séances spéciales. Là, au lieu de se rencontrer aux 2 mois, là, on a fait ça de façon plus périodique pour être sûr qu'on leur partage les enjeux, les opportunités, les anxiétés qu'on avait devant nous autres, qu'on ait une échappatoire pour en parler, pour en discuter avec eux autres. Fait qu'ils ont brillé, tant qu'à moi, notre équipe d'administrateurs, ils ont brillé par leur valeur pendant la pandémie. Puis ça a continué à bien aller parce qu'on a une bonne structure de gouvernance. Je pense là, que ça a été beaucoup de travail qui a été fait là-dessus dans le passé. Là, puis ça paye. Bien, moi, personnellement, au niveau du RABQ, je suis très chanceuse parce que mes administrateurs respectent beaucoup le principe du PODC. Là, donc, ils assurent la planification, le contrôle, puis l'organisation, la direction, c'est plus moi qui l'ai. Nous, on n'était pas impliqués directement sur le terrain. Comme vous savez, on est plus en rôle de soutien. Alors, au niveau de la gouvernance chez nous, là, et je n'ai pas entendu là, non plus d'histoire d'horreur au niveau de nos membres. Par contre, je suis aussi administratrice d'un petit organisme culturel et dans ce cas-là, comme on était un petit peu comme Thomas sur pause, là, je sentais effectivement que notre directrice générale avait plus besoin de notre aval au niveau des administrateurs pour décider est-ce qu'on annule, est-ce qu'on n'annule pas, est-ce qu'on maintient les pratiques pareilles même s'il n'y a pas de show, comment on gère ça avec notre chef de chœur, parce que bon, c'est un organisme de chant choral, mais je sentais qu'au niveau de la direction générale, elle avait besoin vraiment de l'appui des administrateurs pour se conforter dans ses décisions. Mais comme moi, comme DG, je n'ai pas vu d'enjeu par rapport à la pandémie. Au contraire, mes administrateurs ont été très lousses, entre guillemets, là, justement pour ne pas faire des rencontres qui n'étaient peut-être pas nécessaires parce qu'ils savaient qu'on était en soutien à nos membres. Donc, on a eu une belle adaptation à ce niveau-là. Écoutez, je peux me permettre, Stéphane, juste, c'est important, effectivement, pour un DG de se sentir entouré par un conseil d'administration, puis que les valeurs, comme celles que Richard a décrites, soient là, parce que effectivement, c'est quand même des moments qui peuvent être des moments de solitude pour des DG quand il y a des crises de même, puis il faut faire virer le bateau. Puis c'est important, l'intelligence collective, donc avec son équipe, puis dans l'idéal, et bien entendu, avec les administrateurs. Puis s'ils ont des valeurs accrochées à bonne place, ça peut que très bien aller. Au contraire, c'est une richesse plus qu'une contrainte, évidemment. Ouais. Écoutez, je finirais en conclusion avec un témoignage qui est rentré dans le chat. Je trouvais que ça finirait bien. La dame Sylvie nous dit que pour sa part, elle a commencé comme bénévole, mais elle se sentait tellement partie intégrante du comité organisateur qu'elle n'a pas des Jeux du Québec de Laval de 2020. Elle a dit, j'ai pas eu le choix d'accepter un poste au sein du comité organisateur parce que j'étais tellement valorisé, tellement respecté, que ça allait de soi de donner plus de temps pour la réussite de cet événement.
Je trouve que c'est un témoignage qui résume beaucoup le propos. Puis, en même temps, ce que je trouve intéressant dans un témoignage comme ça vient justement indiquer que dans une crise, il y a des opportunités aussi. Je pense que vous l'avez témoigné aussi. On peut voir ça comme une catastrophe, ce qui se passe depuis 9 mois, comme on peut le voir comme une occasion. Tu l'as dit, Richard, de se questionner. Thomas, une occasion de communiquer plus aussi. Je pense que ça, tu le démontres aussi. Puis je trouve ça vraiment intéressant d'avoir vos témoignages aujourd'hui là-dessus pour ça. Écoutez, il est 10h32. On aurait fini pour aujourd'hui. Je suis très heureux de la rencontre d'aujourd'hui. Il y a plein de bonnes choses qui ont sorti de ça. On reste disponible pour vos questions par courriel à info@espaceobnl.ca. Je vous remercie toutes les trois de votre participation. Je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes parce qu'on arrive très prochainement où ça va être aussi un Noël assez particulier, rempli d'opportunités aussi. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Puis j'ai bien hâte de vous revoir après Noël. Merci. Merci. Bonne fête à tout le monde. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.